Alors, me revoici, deuxième vidéo de la soirée et donc troisième de la journée. Normalement, il doit y en avoir quatre. Donc, c'est une vidéo qui sera dédiée à la réponse de Wonder Tanguy, qui se situe en Belgique, qui lui a en gros deux questions. La première question, c'est de savoir, je relis en même temps, hein, même si je l'ai déjà relu, comment alimenter son tableau électrique et comment répartir la charge de son panneau électrique en fonction de la constitution du circuit électrique de sa maison, des appareils qui sont branchés, mais également en fonction de la puissance qu'il a à disposition avec son système photovoltaïque avec stockage sur batterie. Alors, moi, je vais vous dire comment j'ai raisonné pour ma maison. Je ne vais pas répondre à cette question-là, puisqu'en fait, j'ai pas suffisamment d'informations pour pouvoir jauger. Donc, je vais parler de mon cas de figure. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, mon installation, elle a été en deux phases, principalement, c'est-à-dire une tranche avec 1500 watts de panneaux et une autre tranche avec 3000 watts de panneaux. Donc, lorsque je suis passé de 1500 à 3000 watts de panneaux, watts crête, hein, bien sûr, j'ai modifié la répartition de l'installation de la maison. Je vais vous expliquer, ça va être très très simple. Avec 1500 watts de panneaux, en gros, je pouvais me permettre d'alimenter une partie de ma maison, et simplement une partie de ma maison, qui était tout l'éclairage, et ensuite les prises de courant avec, je dirais, celles qui demandaient de la puissance régulièrement, mais pas toutes les pièces. Donc en gros, je répartis, voilà, je vais vous le dire dans le détail. Frigo, deux frigos, un congélateur, la prise du micro-ondes, une télévision, tout l'éclairage extérieur, et puis voilà pour l'essentiel, hein, de ce que ça fait déjà beaucoup de monde. Ordinateur, prise de courant, téléphone, box, internet, hein, donc voilà, ça fait beaucoup de monde. Alors déjà, si vous faites le calcul de toutes ces puissances, vous direz mais ton onduleur suffit pas. J'oubliais chaudière aussi, chaudière gaz, donc le brûleur, enfin la partie électronique, pompe de circulation, également les automatismes de portail et portes de garage, VMC. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de monde. Alors pourquoi je pouvais me permettre d'avoir tout ça? Parce qu'en fait, tous ces appareils ne démarrent jamais en même temps. Donc, le fait qu'ils ne démarrent pas en même temps, vous n'avez pas besoin de toutes ces puissances-là en même temps, ce qui fait que même avec 1500 watts de panneau, vous pouvez passer. Donc ça a été ma première tranche. Et donc dans mon tableau, donc ça c'est, je vais vous montrer une photo, hein, c'est pas mon tableau, c'est un exemple. Donc là, on a un tableau de répartition. Donc regardez bien la souris. Mon travail a consisté à faire en fait à vous voyez au-dessus des disjoncteurs, alors qu'on a le différentiel sur la gauche, là, le plus gros, et au-dessus de ces disjoncteurs, c'était qu'une partie des pontages supérieurs était directement alimentée, on va dire, en dessous du disjoncteur du différentiel, et puis la partie que je voulais alimenter, moi, par mes panneaux solaires, était alimentée par un différentiel qui était en dessous de mon dispositif, de mon onduleur. Donc là, on peut supposer que sur cette installation, vous sortez du différentiel, et ensuite, vous allez reboucler ici en pontage au-dessus. Lorsque j'ai fait mon installation, première phase, j'ai laissé une partie des disjoncteurs alimentés directement par ce différentiel. Ensuite, un autre différentiel en dehors. J'ai rompu le pontage ici, hein, sans bouclage. Et ensuite, j'ai alimenté ces disjoncteurs-là. C'est un exemple, hein, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça dans mon installation. Par directement le différentiel qui venait sous mon onduleur. Alors, ensuite, deuxième phase, quand je suis monté à 3000 watts et avec lequel j'avais beaucoup plus de puissance disponible, en fait, j'ai fait sauter ce pontage et ce différentiel-là ne m'alimentait plus dans ma maison que tout ce qui était électrique à forte demande de puissance. Moi, ce que j'appelle forte demande de puissance, c'est-à-dire c'est tout ce qui va dépasser le 1000 watts. Et donc, ce différentiel-là, ensuite, n'alimentait plus du tout ce pontage-là. Ça, c'était alimenté par c'est alimenté par le solaire sur ma deuxième tranche. Et sur ce disjoncteur qui était en place là, on retrouvait le gros four de la cuisine encastrée, donc 3500 watts en crête, hein, donc là, inconcevable de le mettre sur le solaire. Se trouvaient les plaques de cuisson, donc avec une plaque à 1500 watts et une autre à 2500 watts. Se trouvait machine à laver, lave-linge,
et lave-vaisselle. Voilà. Ensuite aussi également un garage annexe que j'ai, sur lequel des fois viennent se brancher des électroportatifs à très forte puissance, hein, du style poste à souder. Donc, la deuxième tranche, quand je l'ai mise en place, tout le reste de ma maison, hormis, alors voilà, c'est là où vient la petite subtilité, j'ai fait passer mes plaques de cuisson sur mon dispositif solaire, et puis sur four, non pas sur le four, j'ai dit une bêtise, sur machine à laver et lave-linge, là j'ai mis un inverseur de source qui fait qu'à volonté, en fonction de l'ensoleillement et de ce que je fais dans la maison, je peux basculer ces deux éléments soit sur le solaire, soit sur l'alimentation EDF. Donc voilà, vous comprendrez un peu la philosophie, c'est-à-dire que quand on a une installation au début, on ne sait pas trop où on va. On procède un peu à tâtons par expérience, on voit où sont les limites de l'installation par rapport à notre façon de vivre, et en fonction de ça, on va adapter ce qu'on va brancher au cul ou pas de son installation solaire. Moi, je vous le dis honnêtement, j'ai procédé à... Sur la première version, j'ai fait des essais, il a fallu que je modifie 3 fois la répartition pour arriver à un compromis où je voyais que j'optimisais vraiment mon énergie disponible, et sans arriver à avoir un dépassement de charge et à foutre et à taper dans les batteries. Troisième tranche que j'ai eue, c'est que j'ai changé l'onduleur, je suis passé d'un 3 à 5 kW, et j'ai voulu faire des essais, et dans cette troisième tranche, j'ai essayé de mettre la machine à laver, et machine à laver et le lave-vaisselle, et je me suis rendu compte que j'étais un peu short encore en panneau solaire pour pouvoir être en permanence dessus. C'est pour ça que j'ai mis ce fameux inverseur de source dont j'ai parlé, avec des propositions de schéma et d'exemples d'utilisation dans 3 cas différents. Alors, ça, on va dire, c'est pour les utilisateurs avancés et les gens qui maîtrisent parfaitement l'électricité dans leur maison, hein, ou qui vont faire appel à un technicien, un électricien. Pour les gens qui ne savent pas, qui n'ont aucune compétence, hein, alors je le rappelle, l'électricité, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Il faut fonctionner avec zéro risque pour vous, pour votre famille, pour votre maison. En cas de doute, on ne touche pas, on ne fait pas. Et il vaut mieux rester sur le doute et ne rien faire, et demander à un électricien compétent avant d'intervenir. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je crois que j'ai mangé le truc. Oui, alors donc, quand on ne maîtrise pas et qu'on a une installation, le plus simple, c'est sortie d'onduleur. On va mettre les protections qui vont bien, c'est-à-dire différentiel, interrupteur plus disjoncteur, ou directement disjoncteur plus différentiel, avec disjoncteur différentiel. Et derrière, on va mettre les protections qui vont bien, et on va brancher ça sur une prise de courant qui sera à votre disposition, pour faire tourner ce que vous voulez dessus, en branchant les parties électriques que vous voulez alimenter. De cette façon, vous aurez une prise de courant, mode secours, ou que vous pourrez exploiter je dirais presque H24 aussi, mais sans prendre le moindre risque concernant le triturage de votre installation. Alors, ce fameux tableau électrique, il faut savoir qu'en fait, Promotelec, donc Promotelec, c'est le petit fascicule rouge qui était à mon époque rouge, dans lequel il y a toutes les normes électriques qui évoluent chaque année, recommande, lorsque vous faites votre installation, de prévoir des emplacements libres pour rajouter de l'appareillage. Et ceci sans faire passer le consuel. Moi, ce que je recommande impérativement, c'est qu'à partir du moment où vous allez gratter dans ce tableau de façon significative, modifier un pontage, moi je suis du métier, je fais ça toute l'année. Pour moi, voilà, ça pose pas de problème, hein. Par contre, je prends toutes les précautions d'usage. Mais si vous allez intervenir sur ce tableau-là, par vous-même, hein, si vous prenez ce risque-là, moi je serais catégorique, faites passer le consuel et faites valider le tout. Voilà, après voilà, les risques que vous allez prendre pour votre installation, pour votre maison, pour vous, n'engagent que vous. Mais si vous faites passer le consuel, le type va valider le truc et va vous dire ok, écoute, ton installation elle est nickel, ou là il faut que tu me corriges ces choses-là, et puis ensuite ça sera bon. Alors je sais, ça représente un investissement, mais bon, dites-vous bien, vos panneaux solaires et votre installation, vous l'avez pour 20-30 ans. Et puis, il s'agit effectivement d'avoir des ressources énergétiques à disposition, mais il s'agit également de la sécurité électrique. Donc, s'il s'agit de prendre une sécurité électrique pour avoir de l'autonomie et en cas de coupure de courant, avoir du courant quand même, ça serait stupide de prendre un risque du côté de votre sécurité, celle de votre maison, au profit d'un autre risque. Voilà, autant écarter tous les risques.
en faisant les choses de façon la plus carrée possible. Une chose aussi, n'oubliez pas, contactez au préalable avant d'attaquer quoi que ce soit, regardez les assurances, demandez-leur comment elles conçoivent le truc, si c'est vous qui faites, si c'est voilà en fait. Et puis une fois l'installation faite, une fois l'installation en place, est-ce qu'elle est assurée, est-ce que les dégâts seront assurés, éventuellement, voilà. Cadrez tout. Le truc, c'est vraiment de sécuriser ce que vous allez faire à tous les niveaux, zéro risque, absolument zéro risque. Voilà, j'espère que j'ai répondu à l'ensemble. Je vais quand même relire. Ah non, il reste une question. Il reste une question très importante. Donc, Wonder Tanguy, si c'est bien, je pense que c'est le bon pseudo, me pose une question. Qu'est-ce que je pense des cumulus, donc les fameux ballons d'eau chaude? Je crois que c'est ça. Hein, je vérifie. Pop, 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 pop. Pour stocker l'énergie électrique sous forme de calories. Ben moi, je trouve que c'est une super idée. C'est simple, la technologie est simple. Et justement, dans la vidéo que je suis en train de mettre en ligne hein, de Gérard, lui, c'est ce qu'il fait. Il a un ballon d'eau chaude qu'il va alimenter par un contacteur, très certainement, avec une sonde crépusculaire. Et donc, dès qu'il y aura suffisamment de luminosité solaire, il va envoyer l'électricité sur son ballon pour chauffer de l'eau chaude. Donc, c'est une façon de stocker l'énergie. Donc, pour moi, c'est une solution qui va très bien et qui est très peu coûteuse et qui vous permet de ne pas perdre les photons qui arriveront sur vos panneaux à ne pas les utiliser, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il existe comme autre moyen de stockage hors batterie? Là, effectivement, il existe quelque chose. C'est ce qu'on appelle les chauffe-eau thermodynamiques. Donc, en gros, un chauffe-eau thermodynamique, c'est une climatisation, mais qui ne sera pas mise à l'extérieur, qui sera mise dans un endroit où il y aura une température modérée, qui sera donc ça pourra être une buanderie, une très très grande buanderie, un garage, mais dans lequel il fera toujours une température voilà, hors gel et bien au-dessus au-dessus de 7 degrés, comme si je devais le dire, et en permanence au-dessus de 7, sinon en dessous ça ne marchera pas du tout. Donc ces chaudières thermodynamiques, en fait, ce sont des clims qui vont récupérer, les calories de la pièce dans laquelle se trouve votre système pour chauffer l'eau chaude. Et si jamais il n'y a pas assez de calories, ces dispositifs sont munis d'une résistance, et cette résistance chauffera l'eau. Donc c'est une solution alternative. Alors l'avantage du thermodynamique, c'est que comme c'est pas un système basé sur une résistance électrique normalement, quand on a assez de puissance électrique, l'avantage, enfin de puissance, quand la chaleur est suffisante dans le local et pour drainer des calories, pardon, l'avantage c'est que le type d'échangeur de température, de calories, a un rendement en fait qui va multiplier, je crois, de l'ordre de par 3. C'est-à-dire que si vous avez 1000 watts de station comment on va appeler ça, de groupe froid, groupe chaud, hein, enfin groupe chaud plutôt, vous allez vous retrouver avec 3000 watts restitués. Donc avec un rendement bien plus intéressant qu'avec des résistances type ballon d'eau chaude simple. Voilà. Alors, j'ai pas de ballon thermodynamique, c'est quelque chose que je vais toujours regarder plus ou moins, je sais que ça marche. À l'époque où les premiers ballons sont sortis, c'était sur des prix avec installation de 4000 €. Maintenant, on est sur des prix qui ont été divisés par plus de 2. Pour moi, c'est du matériel qui est intéressant. J'ai des amis et j'ai un pote, un collègue de travail qui a ça, et il en est très content. J'ai un voisin qui a ça, il en est très content. Et lui, justement, il envisageait de mettre des panneaux solaires, notamment, entre autres, pour alimenter en pleine journée cette fameuse chaudière-là. Chauffe-eau, pardon. Voilà, j'espère avoir répondu. Et puis maintenant, place à la vidéo en ligne et téléchargement. Pour vous, comme je le dis tout le temps, là, je fais ça en différé, pour être sûr que le son et l'image ne soient pas saccadés. Mais pour vous, ça sera quasiment une situation de live, vu que c'est du one shoot. Allez, à plus. Et puis si vous avez des questions, des remarques, ou si vous avez des compléments, ou si j'ai dit une connerie, réagissez, corrigez, il n'y a pas de souci. Je suis pas là pour dire que j'ai la science infuse, je suis là pour faire bénéficier de l'expérience que j'ai, et puis pour bénéficier de la vôtre aussi. Allez, à plus.